soit ABC un triangle quelconque, petit a la distance BC, petit B la distance AC, petit C la distance AB, I le centre du cercle inscrit, alors la relation vectorielle que j'encadre tout en bas là est une relation vectorielle très puissante que nous allons donc démontrer dans cet exercice. Voilà. La démonstration de ce puissant théorème a fait l'objet de l'exercice 1 dans une des épreuves de nos formations approfondies de mathématiques. Comme vous allez le voir ici, cette démonstration s'est donc subdivisée en plusieurs étapes pour arriver à la conclusion ici que nous entourons. Donc il va falloir s'accrocher parce que c'est long et certains calculs sont un peu exigeants. Voilà tout le parcours qu'il va falloir faire. Pour arriver à la fin. Très bien. Bien, les amis, on s'accroche. À la première étape, il est question de montrer que A, I, B, I et C, I. À la première étape, il est question de dire si A, I, B, I et C, I peuvent être 2 à 2 polynières. Voilà. Bon, donc pour répondre à cette question, nous allons nous souvenir que le centre du cercle inscrit n'est rien d'autre que le point de rencontre des bissectrices. Donc, en réalité, la droite AI est la bissectrice du triangle ABC issu du sommet A. De même, BI est la bissectrice issue du sommet B et CI est la bissectrice issue du sommet C. Les bissectrices d'un triangle sont concurrentes. Puisque les bissectrices d'un triangle sont concurrentes, les droites concurrentes ne pouvant pas avoir les mêmes directions, alors les droites AI, BI et CI sont toutes de différentes directions. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons donc déclarer que les vecteurs BI, AI, CI en tant que vecteurs directeurs des droites BI pour le vecteur BI, AI pour le vecteur AI et CI pour le vecteur CI sont toutes de directions différentes. Rappelons-nous que deux vecteurs sont collinaires lorsqu'elles ont la même direction. Donc si nous avons déjà trois vecteurs qui sont toutes de différentes directions, alors elles ne peuvent pas être collinaires. C'est la raison pour laquelle les vecteurs A, I, B, I et C sont tous non collinaires de chacun. Donc voilà ce qui achève la première étape vers notre démonstration de notre puissant théorème. Bien, il est question à présent de passer à la question 2 petit c. Il sera donc à ce niveau demandé de déduire que B'D, C'A forment un losange.
Souvenons-nous qu'il a été montré à la question 2a qu'en réalité, B'D'C'A est un parallélogramme. À présent, il est question de déduire qu'il s'agit en fait d'un losange. Naturellement, il est évident de se demander donc à quel moment un parallélogramme, un quadrilatère ayant les propriétés d'un parallélogramme peut être considéré comme un losange. En y réfléchissant un peu, il est clair que lorsqu'un parallélogramme possède deux côtés consécutifs de même longueur, il s'agit d'un losange. Et on se souvient qu'effectivement, nous avions montré à la question 2 petit b que A, B', C' est un triangle isocèle. Cela nous amène donc à dire que les côtés A, B' et A, C' sont égaux. Or, ces côtés sont des côtés consécutifs du parallélogramme C', je veux dire B', D'C'A. Donc le parallélogramme B', D'C'A possède donc deux côtés consécutifs de même longueur. Il s'agit donc d'un losange, ce qui achève dans la question 2 petit c. À présent, intéressons-nous à la question 2 petit d. Déduire que la droite AD est une bisectrice de l'angle B'AC. Souvenons-nous encore une fois des propriétés d'un losange. Que savons-nous d'un losange à propos de ses diagonales? En effet, les diagonales d'un losange divisent les angles au sommet de celui-ci en deux angles de même mesure. Donc, en réalité, les diagonales d'un losange forment aussi des bisectrices des angles au sommet pour ce losange. Donc, c'est pourquoi, à ce niveau, nous avions dit qu'une propriété des losanges est que les diagonales sont des bisectrices d'angles au sommet par lesquels ils passent. Puisque AD passe par le sommet A, alors AD est une bisectrice à l'angle B'AC'. Mais attention, il ne s'agit pas de B'AC, mais de B'AC'. Bon, maintenant, puisque en réalité B'AC' et B'AC sont les mêmes angles, les points A, C' et C étant alignés, et on conclut alors que AD est également une bisectrice pour l'angle B'AC. Voilà donc ce qui achève la question D, 2D. À présent, question 2E. Il est demandé de déduire que vecteur AD est collinéaire au vecteur AI. En effet, les angles B'AC' et BAC sont les mêmes angles puisque B appartient au segment AB' et C appartient au segment AC'. Donc la bisectrice à l'angle BAC est aussi la droite AI. Nous comprenons ainsi que les droites AD et AI sont confondues. Si elles sont donc confondues, cela entraîne que les points A, I, D sont alignés, alors les vecteurs AD et AI sont collinéaires. Question 3A. Là, il s'agit d'une affaire sérieuse. Démontrer qu'il existe un réel alpha tel que alpha moins B moins C, facteur du vecteur IA plus petit b
IB en vecteur bien sûr, petit c IC vecteur, égale au vecteur nul. La plupart des apprenants, lorsqu'ils sont confrontés aux questions comme celle-ci, pensent qu'il s'agit de prouver l'égalité C. C'est tout faux. En réalité, il s'agit de chercher un réel alpha qui puisse vérifier cette condition. C'est donc ce que nous allons faire. Mais avant, nous allons expliquer les méthodes pour démontrer les questions de la forme il existe quelque chose. Bien, méthode de démonstration. Pour montrer qu'il existe une chose vérifiant une certaine condition, il s'agit de chercher cette chose. Lorsqu'elle est trouvée, cela achève la preuve. Donc, dans la question qui demande de montrer l'existence de alpha tel qu'on ait cette égalité vectorielle, cherchons donc alpha, vérifiant cette égalité. Une fois que nous allons trouver ce alpha, nous aurons terminé. En effet, partons du fait que le vecteur AD et le vecteur AI sont collinéaires. Cela entraîne l'existence d'un réel non nul, tel que on ait l'égalité AD égale KAI. Cela entraîne directement l'égalité vectorielle suivante, puisque en réalité, le vecteur AD étant égal au vecteur, à la somme vectorielle petit b AB plus petit c AC, l'égalité AD égale KAI va donc entraîner que KAI égale à la somme vectorielle suivante. Bien, nous introduisons alors à l'aide de la propriété de Chasles le point I au niveau du vecteur AB, le point I au niveau du vecteur AC. Nous développons le point, la valeur B au niveau de chaque parenthèse. D'abord, à la première parenthèse, nous trouvons les deux vecteurs qui sont BAI plus petit b IB. Nous développons petit c sur la deuxième parenthèse et nous trouvons petit CAI plus petit c ici. Et bien, par la suite, nous allons soustraire les 4 vecteurs du deuxième membre de cette égalité-ci. Les 4 vecteurs-ci, en fait. Ces 4 vecteurs. Nous allons les soustraire de part et d'autre de l'égalité. Nous allons nous retrouver naturellement avec le vecteur nul à ce niveau, puisque les 4 vecteurs ont été soustraits à eux-mêmes. Et de l'autre côté de l'égalité, nous aurons KAI moins BAI moins CAI moins BIB moins CIC égale bien évidemment au vecteur nul. Nous pouvons donc factoriser par le vecteur AI pour nous retrouver avec K moins B moins C, le tout facteur de AI, et nous copions alors les deux vecteurs restants ici en permutant les points I et B, ce qui nous fait donc partie le moins que nous avions au niveau de B, de petit b IB, et le moins que nous avions au niveau de petit c IC. Nous trouvons donc la dernière égalité vectorielle que nous voyons tout en bas. Maintenant, que constatons-nous? Quand nous observons attentivement, comparons l'égalité-ci avec celle-ci. Attentivement, nous constatons que, en réalité, nous avons presque les mêmes expressions, sauf que les points IA au niveau du vecteur IA sont permutés et nous avons plutôt AI. De même, à ce niveau, nous avons BI à la place de IB et ainsi de suite. En observant attentivement, nous remarquons que en multipliant l'égalité, les deux membres de l'égalité suivante, l'égalité ci, les deux membres de cette égalité, si nous multiplions à gauche et à droite par moins, nous allons retrouver l'égalité en haut. Donc en réalité, l'expression ci est égale à celle-ci lorsque K est égal à alpha. C'est la raison pour laquelle il suffisait donc de poser
K égale alpha pour retrouver la relation qui est en haut. Donc en réalité, le réel alpha que nous cherchons est tout simplement K. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous y êtes toujours et félicitations si vous avez suivi cette démonstration jusqu'à la fin, car en ayant posé K égale alpha, nous venons d'achever la preuve de la démonstration de la question 3 petit a. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. La question 3b à présent. La question 3b. Elle est très semblable à la question 3a. Comme à la question 3a, il est question en fait de démontrer l'existence d'un bêta tel que nous ayons l'égalité vectorielle ci. Nous avions dit que les démonstrations de la forme il existe quelque chose vérifiant une certaine condition nous amène à la recherche de cette chose. Donc cherchons bêta appartenant à R tel que on ait l'égalité vectorielle que nous avons là. Ok. Il fallait être très inspiré à ce niveau parce qu'il fallait penser à un point D. Il fallait imaginer un point D' qui vérifie l'égalité vectorielle que je souligne là. Une fois que vous avez pensé à ce point, comme à la question précédente, en réalité les vecteurs BD' et le vecteur BI sont colinéaires. Comme ils sont colinéaires, cela entraîne l'existence d'un réel K1 non nul, tel que BD' soit égal à K1BI. Donc l'égalité vectorielle ci entraîne alors que K1BI est égal à cette expression vectorielle qui est petit a BA plus petit c BC. Nous introduisons donc à l'aide de la relation de Chasselet le point I au niveau de AB et le point I au niveau de BC. Autant pour moi le point I au niveau de BA plutôt. Nous avons BI plus IC. Et de même à ce niveau. Nous développons et à la fin nous trouvons l'expression C. Comme précédemment, nous constatons qu'il suffit de poser bêta est égal à K1 pour retrouver l'expression recherchée en haut. Donc il suffisait de prendre bêta égale K1. Bêta égale K1. Nous avons donc trouvé notre bêta, ce qui achève la preuve. Bien, place à la question 4A. Justifions que le vecteur IC s'écrit comme combinaison linéaire du vecteur IA plus IB de façon unique. C'est ça l'objet de notre question 4A. À ce niveau, il fallait se souvenir de quelques détails dans le cours. En effet, nous nous souvenons que lorsque deux vecteurs sont non collinaires, ils forment une base. Ceci est acquis, je pense, pour la plupart des élèves. Bon, lorsque deux vecteurs sont non collinaires, ils forment une base. Mais qu'est-ce qui se passe dans une base? Dans une base, tout vecteur ne peut s'écrire comme combinaison linéaire des deux vecteurs d'une base que d'une seule façon. Bon, donc, l'écriture de IC dans la base IA-IB est donc une écriture unique. Donc, il y a une seule façon d'avoir le vecteur IC comme combinaison linéaire des vecteurs IA et IB, car IA et IB forment une base. Donc, à ce niveau, il fallait juste justifier par le fait que IA et IB forment une base. C'est pourquoi l'écriture de IC comme combinaison linéaire de IA et IB est unique. Il n'y a pas deux façons d'écrire IC comme combinaison linéaire de IA et IB. Voilà. Place à la question 4 petit b. Il est question à ce niveau de montrer que alpha égale bêta égale le périmètre de notre triangle quelconque. Car P a été supposé dans l'énoncé comme la somme
la somme de petit a, petit b, petit c. Voilà. En effet, nous allons nous souvenir de l'expression donnée à 3a. Nous avions cette expression-ci qui nous a été donnée à 3a. On nous a prouvé que qu'il existe un alpha qui vérifie cette condition. Voilà. Une fois que nous avons cette expression, nous pouvons donc exprimer le vecteur IC en fonction du vecteur IA et du vecteur IB. Nous avons donc l'égalité vectorielle que nous avons et que nous avions appelée petit 1. De même, lorsque nous partons de l'égalité donnée au niveau de 3B, nous trouvons une autre expression du vecteur IC. Mais il est question de remarquer à ce niveau que le vecteur IC a été exprimé en fonction des deux mêmes vecteurs. Or, ces deux vecteurs-là forment une base. IC a été exprimé en fonction de IA et de IB. IC a encore été exprimé en fonction de IA et de IB. Et IB forment donc une base. L'écriture de IC est donc unique dans cette base. Les coefficients de IA sont donc identiques dans les deux expressions, puisque dans une base, nous l'avions déjà dit à la question précédente, dans une base, un vecteur ne peut pas s'écrire de deux façons, comme combinaison linéaire des vecteurs de la base. Donc en réalité, la combinaison linéaire que nous avions de IC au niveau de petit 1 et la combinaison linéaire que nous avons au niveau de petit 2, ces deux combinaisons linéaires-là sont exactement identiques. Nous avions donc le droit d'identifier le coefficient du vecteur IA avec celui du vecteur IA au niveau de la question petit 1. Je veux dire au niveau de l'expression petit 1 et au niveau de l'expression petit 2. Les deux vecteurs IA là ont exactement les mêmes coefficients. C'est pourquoi nous avons la possibilité de les identifier et nous nous retrouvons donc avec l'égalité que nous sommes en train d'entourer au niveau du système. La première égalité. Les deux coefficients sont identiques. Et au niveau du vecteur IB, nous pouvons encore identifier les coefficients. Là, au niveau de l'expression 1 et là, au niveau de l'expression 2, nous nous retrouvons alors avec la deuxième égalité du système. Souvenons-nous de ce qui a été vu en petite classe de 5e et de 4e, on peut même dire pour certains en 6e. Lorsque vous avez deux fractions qui ont le même dénominateur, les deux fractions sont égales si elles ont le même numérateur. Raison pour laquelle l'égalité retrouvée à ce niveau, l'égalité retrouvée au niveau de la première ligne du système. Je parle de cette égalité. Elle nous entraîne ceci. En réalité, parce que les numérateurs seront égaux, ça veut dire que petit a serait donc égal à alpha moins b moins c. De même, bêta moins a moins c est égal à petit b, puisqu'il s'agit là de deux fractions égales qui ont le même dénominateur. Si elles ont dans le même dénominateur, elles ont le même numérateur. Souvenons-nous alors que nous pouvons additionner la même chose à gauche et à droite d'une égalité. Nous pouvons additionner donc B et C à gauche et à droite de l'égalité C. Si nous le faisons, le premier membre alpha
moins B moins C va se transformer en alpha tout simplement parce que nous aurons moins B plus B moins C plus C. De ce côté, nous aurons petit a plus petit b plus petit c. C'est ce que nous obtenons ici. Donc, en additionnant à gauche et à droite la valeur petit b plus petit c, nous obtenons l'égalité C. De même, nous avions obtenu l'égalité en bas. Nous constatons donc que alpha et bêta sont égales à la même valeur. Ça veut dire que alpha est égal à bêta, mais que cette valeur est en fait a plus b plus c, qui revient donc au périmètre, donc petit p. Donc en réalité, nous avons alpha est égal à bêta est égal à petit p. Place donc à la toute dernière question qui achève notre gymnastique du jour, puisque voici donc notre puissant théorème que nous allons démontrer à la fin. Montrons alors que petit a, IA plus petit b, IB plus petit c, IC égale au vecteur nul. Il suffisait de partir de l'égalité 3a, de remplacer alpha par sa valeur qui est en fait petit a plus petit b plus petit c pour obtenir petit a plus petit b plus petit c moins b moins c, le tout facteur de IA plus petit b, IB plus petit c, IC égale au vecteur nul, ce qui nous donne donc la relation recherchée et ce qui achève dans notre vidéo du jour.